La planète bleue. Couverte aux trois quarts par les océans. Mais enlevez cette eau et vous dévoilez des paysages incroyables. De vastes plaines créées par des cataclysmes. Des mondes nouveaux encore inconnus il y a quelques années. La Terre devient un univers étranger et spectaculaire. L'Islande offre un aperçu unique des profondeurs océaniques. Elle fait partie d'une immense chaîne de montagnes sous-marines, une dorsale océanique. Habituellement, ces reliefs sont cachés sous des milliers de mètres d'eau. Mais ici, en Islande, les cimes s'élèvent au-dessus de la mer. Pour des géologues comme Gillian Fulger, c'est l'occasion de les étudier en détail. Toutefois, les paysages les plus majestueux restent loin sous les eaux. À l'aide de relevés sonars et d'images de synthèse, il est possible de recréer la dorsale. Pour exposer les sommets de la plus longue chaîne montagneuse de la planète, il ne reste plus qu'à abaisser le niveau de l'océan. Voici la dorsale médio-atlantique. En comparaison, l'Islande deviendrait presque banale. Une randonnée sur ces sommets est un rêve de géologue. Ce que l'on voit derrière moi fait partie de la dorsale océanique. Cette chaîne montagneuse est si longue qu'elle pourrait faire 2 fois le tour de la Terre. Elle fait environ 320 km de large, 3 km de hauteur, et si vous pouviez vous placer tout en haut de sa crête, comme moi en ce moment, vous pourriez contempler le plus gigantesque trou que vous ayez jamais vu. Ce trou est une immense vallée, un rift d'1,5 km de profondeur pour 15 de large, où une ligne de volcan actif serpente. Ce rift est le lieu de rencontre de la plaque européenne et de la plaque nord-américaine. Peu à peu, elles s'éloignent l'une de l'autre. Sous l'effet de cet écartement, de la lave sort des volcans puis se solidifie pour former un nouveau fond océanique. Lentement, il s'étend de chaque côté des volcans à mesure que la vallée s'étend. Ici, dans l'Atlantique, l'Amérique ne s'éloigne de l'Europe qu'à raison de 2 ou 3 cm par an. Et les volcans ont tout leur temps pour façonner ce décor accidenté. La dorsale océanique ne suit pas une ligne homogène. Par endroits, elle fait un pas de côté, souvent sur des centaines de kilomètres, le long de structures appelées failles transformantes. Là, les plaques ne s'écartent pas,
elles coulissent l'une contre l'autre et font naître des paysages d'une autre nature. Sur la terre ferme aussi, il y a des zones où les plaques agissent de cette façon. La plus célèbre se trouve en Californie, où la plaque nord-américaine et la plaque pacifique se rencontrent. C'est l'occasion d'observer les failles transformantes sans avoir à braver les océans. La petite ville d'Hollister enjambe une de ces failles. À Hollister, on se trouve au-dessus de la faille de Calaveras. C'est l'une des plus importantes de tout le système de failles de San Andreas. Ici, la faille de Calaveras se comporte d'une façon qu'on appelle rampante. Les failles fonctionnent de différentes manières. Certaines sont collées et bougent de façon soudaine, ce qui donne de gros séismes. D'autres, comme la Calaveras, se déplacent doucement et craquent en permanence. On peut voir les effets de ce lent mouvement dans les rues d'Hollister. À travers la ville, les trottoirs et les murs lézardés témoignent du phénomène. On a vu plus spectaculaire, mais c'est tout de même un bel exemple de géologie en action. Il y a plusieurs failles qui traversent la Californie. La plus célèbre est celle de San Andreas. En 1906, elle a provoqué le tremblement de terre de San Francisco. Mais même cette faille n'est pas évidente à repérer. Si vous passez ici en voiture et que vous regardez autour de vous, vous ne voyez qu'un champ tout plat. Il est impossible de deviner que la faille de San Andreas est sous vos pieds. Cette barrière a été construite après le tremblement de terre de 1906. On peut voir qu'elle est légèrement bombée vers la droite. C'est le résultat d'un lent mouvement le long de la faille. Par endroits, la faille de San Andreas a plus d'impact sur le paysage. Elle traverse la vaste plaine désertique de Carrizo, où ce lit de ruisseau a été modifié. Il était droit, mais maintenant, il suit un angle à 90 degrés sur une centaine de mètres avant de reprendre son cours. C'est une version géante des craquelures dans les murs d'Hollister. Dans la plaine de Carrizo, les deux plaques ne se contentent pas de glisser l'une contre l'autre. Elles poussent ensemble et font monter une longue ligne de collines qui nous offre ce splendide paysage. Mais sous les flots, les failles transformantes produisent des décors sans équivalent terrestre. Sur la dorsale médio-atlantique, une des failles transformantes a donné naissance à la zone de fracture Romanche. L'axe de la faille abrite une vallée dont les dimensions dépassent l'entendement. Elle est tellement immense que même vidée de son eau, il faut prendre de la hauteur pour l'apprécier. La vallée fait environ 320 km de longueur, 30 de largeur et 6 de profondeur. Donc elle est aussi longue et aussi large que le Grand Canyon. Mais il faudrait prendre 4 Grands Canyons et les empiler pour avoir la même hauteur que cette vallée. La vallée de la Romanche est tellement profonde que même si le niveau de la mer baissait de 5000 mètres, il resterait de l'eau au fond. Cette vallée relie les bassins est et ouest de l'Atlantique. Par son biais, d'immenses quantités d'eau transitent d'un bassin à l'autre. Le volume qui circule dans la vallée de la Romanche équivaut à 10 fois le débit maximum de l'Amazone. En fait, vous prenez le Grand Canyon, vous y versez 10 fleuves Amazone, vous le rendez 4 fois plus haut et vous avez l'équivalent de la zone de fracture Romanche.
Quand on poursuit le long de la dorsale océanique, la chaîne montagneuse change. Direction l'océan Pacifique, vers une partie de la chaîne appelée dorsale Est-Pacifique. Sur le globe, elle ne ressort pas comme la dorsale médio-atlantique. Elle est tellement large et ses pentes si douces que la traversée donnerait l'impression de rouler au milieu d'une immense plaine. On ne verrait pas du tout de crête. On ne verrait qu'une immense crêpe toute plate. Ce serait comme le Kansas. La dorsale océanique était escarpée dans l'Atlantique. Alors pourquoi est-elle si plate dans le Pacifique? La dorsale Est-Pacifique s'étend beaucoup plus vite que la médio-atlantique, jusqu'à 15 cm par an. Et pour que de grands sommets se forment, il faut rester plus longtemps à proximité de l'activité volcanique. Malgré tout, cette chaîne a son lot de paysages étranges. La technologie permettant de visiter ces endroits existe. Les découvertes qui en ont découlé ont modifié notre compréhension de la planète et de la vie elle-même. Ces sites se trouvent à de telles profondeurs que peu de sous-marins peuvent les atteindre. Voici Alvin, un submersible de l'Institut océanographique de Woods Hole. Il peut descendre jusqu'à 5000 mètres. En 1977, il a fait une découverte extraordinaire. Le long de la dorsale Est-Pacifique, des sources d'eau chaude sont éparpillées. Ce sont des monts hydrothermaux. Il y a quelques décennies, leur existence était encore insoupçonnée. De hautes cheminées crachent de l'eau surchauffée et noircie par les minéraux, d'où leur nom de fumeurs noirs. Visiter ces endroits est difficile, dangereux et cher. Malgré les progrès techniques, il faut se contenter d'un simple coup d'œil. On ne voit que ce que les projecteurs du submersible veulent bien éclairer. Mais dans certains endroits, il y a suffisamment de données pour concevoir une représentation informatique détaillée. À l'observatoire de Lamont Doherty, Vicky Ferrini a compilé des mesures extrêmement précises. C'est une vue en 3D d'un champ que nous avons cartographié. On voit des fissures qui traversent le fond océanique et on peut apprécier leur position par rapport aux monts hydrothermaux. La texture bosselée vient des monts de lave. Entre deux profondes fissures volcaniques, des cheminées s'élèvent. C'est la meilleure vue qu'on puisse obtenir, compte tenu des limites technologiques. Cartographier des endroits aussi éloignés avec autant de détails est une prouesse. Mais sur Terre, certains lieux plus accessibles permettent de mieux comprendre comment ces reliefs se forment. Plus de la moitié des manifestations géothermiques du monde se trouvent ici, dans le parc de Yellowstone. Yellowstone est au milieu du continent nord-américain. Mais comme c'est le cas pour les dorsales océaniques, du magma se trouve juste en dessous de la surface. À Yellowstone, ce magma crée des mares et des geysers où l'eau bouillante fait éruption. Les minéraux dissous dans l'eau chaude sont déposés autour de la base du geyser.
Lentement, ils bâtissent un cône de la même façon que les monts hydrothermaux érigent leurs cheminées. Sur Terre, le vent et la pluie érodent ces cônes et les empêchent de trop grandir. Mais sous la mer, où il n'y a pas d'érosion, les sources hydrothermales peuvent avoir des cheminées aussi hautes qu'un immeuble de 20 étages. Sur la dorsale médio-atlantique, les monts hydrothermaux ont bâti des reliefs encore plus imposants. Voici la géotraverse transatlantique. Cette représentation en 3D montre qu'elle fait environ 5 km de diamètre. Grâce à ces données, il est possible de retirer les 3000 mètres d'eau qui la surplombent afin de mettre en évidence comment elle donne naissance à des reliefs qui ne pourraient pas exister au-dessus des flots. En haut de la géotraverse, je suis entouré de ces incroyables fumeurs noirs qui crachent leur fluide chauffé à près de 400 degrés. Ces cheminées sous-marines sont alimentées par de l'eau de mer qui s'est infiltrée dans la croûte terrestre à travers des fissures dans la roche avant d'être chauffée par le magma. Comme ce fluide est chauffé à plusieurs centaines de degrés, probablement au-delà de 400, il remonte vers le sol marin. Ces cheminées, aussi impressionnantes qu'elles paraissent, ne durent pas très longtemps. Au bout d'un moment, elles s'entartrent à l'intérieur et finissent par s'effondrer. Et c'est comme ça que les montagnes comme celle-ci se forment. Elle est presque entièrement composée de minéraux sulfureux. Ces monts hydrothermaux peuvent avoir l'air hostile. Pourtant, ils débordent de vie. Jusque récemment, on ne savait même pas que cette vie existait. Près des sources hydrothermales, on trouve une multitude d'animaux. C'est ce qui fait que j'adore les étudier. Cindy Lee Vandover est à la fois biologiste marine et pilote du sous-marin Alvin. Elle a observé des monts hydrothermaux à travers le monde entier pour essayer de comprendre le fonctionnement de ces communautés. Qu'est-ce qui les alimente? D'où vient toute la nourriture? De la magie des microbes. Ici, toute la vie dépend des microbes, des bactéries qui tirent leur énergie des substances chimiques contenues dans l'eau chaude. On peut faire un parallèle avec la façon dont les plantes se servent de la lumière pour produire de la nourriture. Les bactéries sont à la base d'une chaîne alimentaire totalement indépendante du soleil. Les fumeurs noirs du Pacifique sont couverts de tapis de verre tubicole géants. Cindy en a collecté à travers le Pacifique. Elle a découvert que ces créatures sont très spéciales. Voici un ver tubicole de la dorsale Est-Pacifique. Au fond de la mer, ils sont splendides. On voit un tube blanc surplombé par un panache de tentacules rouges. Ces vers n'ont ni bouche ni système digestif, mais ils disposent d'un organe rempli de bactéries. Les vers alimentent les bactéries avec le sulfure d'hydrogène et le gaz carbonique des cheminées et l'oxygène de l'eau de mer. En retour, les bactéries produisent assez de nourriture pour elles-mêmes et pour les vers. Elles vivent dans un environnement où la température oscille entre 12 à 15 degrés. L'eau chaude émerge des cheminées, se mélange à l'eau de mer froide et on peut la voir miroiter. Les vers doivent être dans ce secteur précis car il leur faut en même temps de l'oxygène et du sulfure d'hydrogène. Ce sont des organismes très évolués. Les dorsales océaniques sont toutes reliées. Mais les communautés de créatures qui vivent sur la dorsale médio-atlantique sont différentes de celles qu'on trouve dans le Pacifique. Dans l'Atlantique, ce sont des nuées de crevettes qui grouillent autour des fumeurs noirs.
Les premières ont été découvertes en 1985. Au retour de l'expédition, j'ai discuté avec un géochimiste qui m'a dit qu'autour des fumeurs noirs, les crevettes fourmillaient comme des vers sur un bout de viande pourrie. Moi, j'aurais plutôt parlé d'abeilles autour d'une ruche, mais c'était pertinent. Ce sont des animaux très actifs. Comme les vers tubicoles, les crevettes dépendent des bactéries, mais elles ne les abritent pas dans leur tissu. Au lieu de cela, elles les accueillent sous une partie gonflée de leur carapace, au niveau des pattes. Alors quand elles veulent se nourrir, elles n'ont qu'à se servir sous leurs aisselles. De temps en temps, une éruption volcanique détruit ces communautés. Mais les éruptions créent aussi de nouvelles opportunités. Après une éruption, une nouvelle source hydrothermale s'établit. Pour commencer, les vers tubicoles arrivent, puis ce sont les moules, puis les clams. Ça se fait par étapes. Chaque éruption endommage le système de plomberie qui assure la circulation de l'eau de mer. Quand des cheminées s'éteignent, d'autres apparaissent et se font rapidement coloniser par des essaims d'animaux. Mais pour qu'une nouvelle colonie se forme, les animaux doivent trouver un nouveau site quelque part sur l'immensité des dorsales océaniques. Un phénomène étrange se produit avec les panaches qui émergent des cheminées. Ils s'élèvent sur quelques centaines de mètres, puis en refroidissant, s'étalent et forment un disque qui peut atteindre 1,5 km. La rotation de la Terre fait tourner ces disques qui s'écartent de la colonne de fumée sur de très longues distances. Ils transportent avec eux des larves de crevettes, de vers, de moules et d'une foule de créatures qui peuplent les monts hydrothermaux. Certaines auront la chance d'être lâchées sur un champ de fumeurs noirs nouvellement formé. D'autres dériveront vers des endroits totalement différents. À flanc de montagne, loin des parties les plus actives de la chaîne volcanique, il y a d'autres sortes de sources. Elles n'ont été découvertes qu'en l'an 2000. Ici, l'eau qui sort est plus froide et contient des minéraux différents. Ils produisent de hautes colonnes blanches, certaines atteignent 75 mètres. Bienvenue à Lost City, la cité perdue. Peu après la découverte de ce site, James Cameron est venu y tourner un film avec 4 sous-marins. Ils avaient suffisamment de projecteurs pour éclairer les fonds marins d'une manière impossible lors de simples expéditions scientifiques. Ces images sont ce qui se fait de mieux pour admirer les merveilles de l'océan sans recourir à l'informatique. Pour l'instant, le drainage des océans n'a fait apparaître que les dorsales médio-océaniques. En retirant presque toute l'eau, le plus vaste de tous les paysages apparaît. La plaine abyssale. Les plaines abyssales couvrent environ un tiers de la planète. C'est à peu près autant que toute la terre ferme mondiale. Au large du nord-ouest de l'Afrique, la plaine de boue et de sable porte les stigmates d'un cataclysme très ancien. Une fois cette plaine vidée de son eau, le géologue Peter Talling peut s'y promener. On est au large de l'Afrique.
et je me tiens sur un dépôt de sable et de boue issu d'un flux sous-marin vieux de 60 000 ans. Il s'agissait d'une tempête de sable sous-marine de dimension colossale. En l'espace de quelques heures, elle a déplacé plus de sédiments que toutes les rivières du monde en une année. Elle a commencé par un glissement de terrain dans un canyon le long des côtes nord-africaines. Quand l'éboulement a commencé à se désintégrer, les sédiments se sont mis à bouillonner, à se mélanger à l'eau de mer et à s'enfiler dans le canyon. Le flot est ensuite sorti du canyon et s'est étendu dans la plaine abyssale où je me trouve, sur un front de plus de 150 km. Ce flot est si étendu que même du ciel, il est difficile de l'observer en entier. Il avance à 20 mètres par seconde sur une plaine aussi plate qu'une table de billard. Il va parcourir plus de 1500 km avant de s'arrêter sur les flancs de la dorsale médio-océanique. Des phénomènes semblables se produisent aussi de nos jours. Mais dans le monde réel, ils sont masqués par 3 à 5 km d'eau. Dans le noir absolu, avec des pressions énormes, la plaine abyssale est difficile à explorer. Mais à chaque fois qu'une expédition s'y rend, elle fait des découvertes inattendues. Comme ces volcans de boue par exemple. Du gaz chaud qui s'échappe du fond de la mer, liquéfie les sédiments, puis les érige en sculptures de boue. On en trouve aussi sur Terre, notamment dans le sud de la Californie. Les volcans de boue sont rares sur la terre ferme, mais dans les plaines abyssales, il y en a plus de 100 000. Et ils sont beaucoup plus grands. En Californie, ils ne font guère plus d'1 mètre de hauteur, mais dans le golfe de Cadix, au large du sud de l'Espagne, certains atteignent des tailles gigantesques. Ce champ de volcans de boue n'a été cartographié que depuis peu. Voici Al-Idris. Il mesure près de 300 mètres de hauteur pour 5 km de diamètre. Une fois l'eau drainée de la plaine abyssale, son gigantisme devient frappant. Il n'y a pas que la boue qui suinte sur la plaine. Par endroits, de l'asphalte sort du fond océanique. Au contact de l'eau froide, l'asphalte se solidifie sur de vastes périmètres, comme une route qui courrait à travers la plaine abyssale. Sur la terre ferme, il y a quelques endroits où l'asphalte monte en bouillonnant. Les plus connus se trouvent au cœur de Los Angeles. Ce sont les gisements de La Brea.
Ils doivent leur renommée au fait que des espèces animales nord-américaines, maintenant disparues, ont été prises dans l'asphalte à leur mort et parfaitement conservées. Sur Terre, ces gisements sont des pièges mortels. Mais dans les plaines abyssales, ce sont des oasis de vie. Les substances chimiques de l'asphalte font vivre les bactéries qui, à leur tour, nourrissent d'autres créatures. Et plus nous explorons ces immenses plaines, plus nous rencontrons des formes de vie étranges. L'asphalte n'est pas la seule substance chimique à suinter du fond océanique. À chaque fois, la vie sait en tirer parti. Par endroits, la plaine abyssale s'étire sur plus de 1500 km. Et seule une infime partie a été explorée. Une foule de créatures étranges attendent d'être découvertes. Une fois l'eau retirée, la planète a l'air totalement différente. Même les paysages les plus familiers sont radicalement transformés. Voici une vue des Bahamas qui s'élève depuis la plaine abyssale atlantique. Inhabituelle cette vision de ce petit paradis. Les Bahamas sont un archipel de centaines d'îles entourées d'eau turquoise qui ne font souvent que quelques mètres de profondeur. Elles sont éparpillées sur environ 14 000 km². En fait, ce ne sont que les extrémités d'une immense structure sous-marine. Le Grand Banc des Bahamas. Elle n'a pas été créée par des volcans, mais par l'accumulation de carbonate, des coquillages et d'innombrables squelettes d'animaux marins. On dit souvent que les carbonates naissent, car les sédiments carbonatés sont produits par des organismes. Le banc des Bahamas continue de s'élever à mesure que des créatures vivantes viennent s'y ajouter. Les récifs des Bahamas ne sont qu'une fine peau vivante sur un vaste bloc calcaire qui s'agrandit depuis des millions d'années. Le nombre de créatures qui ont dû mourir pour créer une structure de cette taille est immense. Il est même possible d'en apprécier l'ampleur sans vider les océans. Depuis l'espace, l'eau turquoise marque les contours du banc. Et la bleue foncée correspond aux profondes vallées taillées dans le banc. Mais pour prendre toute la mesure de ces paysages sous-marins, il faut abaisser le niveau de l'eau jusqu'à la plaine abyssale. Le littoral bahamien prend un aspect pour le moins différent. On est à la lisière du banc des Bahamas, sur une île entourée de magnifiques eaux turquoises. Si on les enlève, des récifs apparaissent. Puis on a une dépression vertigineuse vers le chenal Providence.
environ 3 km de la plaine abyssale au sommet, là où les vagues venaient lécher le rivage avant que l'eau ne soit retirée. C'est l'une des parois les plus escarpées du monde. Même sur le mont Everest, on n'en trouve pas de plus abrupte. Le banc des Bahamas n'est pas la seule structure géante à s'élever sur la plaine abyssale. Le fond de l'océan est parsemé de reliefs volcaniques appelés monts sous-marins. Le gros de l'activité volcanique planétaire se produit sous la mer. Elle fait naître des montagnes de quelques centaines de mètres de hauteur et d'autres qui sont si élevées qu'elles percent la surface de la mer, comme les îles de la chaîne hawaïenne. La plus grande concentration de monts sous-marins se trouve dans le Pacifique. Dans le secteur d'Hawaï, ils ont été cartographiés en détail. Des scientifiques du laboratoire de recherche sous-marine d'Hawaï ont plongé sur un grand nombre de ces monts. Ils ont constaté qu'ils fourmillaient tous de vie. Bien entendu, nous n'avons pas pu aller sur tous les monts sous-marins. Mais dans tous ceux que nous avons observés, il y avait énormément d'animaux. Tous les monts sont différents, mais il y a toujours de la vie. Les chercheurs ont dénombré plus de 15 000 monts sous-marins, rien que dans l'océan Pacifique. S'ils contiennent tous autant d'espèces que la poignée étudiée par les équipes hawaïennes, cela signifie qu'ils abritent une grande partie de la biodiversité mondiale, qui du même coup reste majoritairement inconnue. Mais les reliefs sous-marins de la région d'Hawaï ne sont pas tous des monts volcaniques. Certains sont le résultat de phénomènes encore plus spectaculaires. Au large de la côte nord d'Oahu, on trouve des reliefs bizarres. La première fois qu'un relevé sonar a été effectué, les scientifiques ont d'abord cru à des monts sous-marins. Mais depuis que John Smith et une équipe du laboratoire de recherche sous-marine d'Hawaï ont cartographié les lieux en détail, une autre réalité commence à apparaître. Leurs données permettent de reconstituer ce paysage. Le plus gros bloc a été baptisé Tuscaloosa. Son sommet est à environ 1500 mètres de la surface et ses dimensions sont à couper le souffle. Je me trouve tout en haut du mont Tuscaloosa, au milieu du champ de débris d'avalanche de Nuuanu. Ce sommet est très plat. Les flancs sont irréguliers, extrêmement pentus, et le mont mesure environ 1,5 km de hauteur, pour une superficie proche de celle de la ville d'Atlanta. Tuscaloosa est le plus gros bloc, mais il y en a beaucoup d'autres. Ils peuvent faire plusieurs kilomètres de diamètre ou simplement la taille d'une maison. Ils sont éparpillés sur un vaste secteur d'une façon qui suggère un glissement de terrain géant. Le glissement de terrain de Nuuanu a été d'une ampleur jamais vue. La zone concernée s'étire sur 150 km depuis l'île. En fait, le champ de débris est à peu près aussi vaste que la Bretagne. Ces immenses blocs auraient pu simplement s'écrouler dans l'océan sous l'effet de l'effritement et de l'érosion de l'île d'Oahu. Mais certains indices montrent que ce sont les débris d'une explosion massive et soudaine. Voici des images du mont Sainte-Hélène.
Dans les années 1980, un immense glissement de terrain a provoqué une explosion qui a soufflé le flanc de la montagne. Pour se faire une idée, le glissement de terrain de Nuuanu était beaucoup plus puissant. Le glissement de terrain du mont Sainte-Hélène s'est étendu sur 60 km². Celui de Nuuanu a couvert plus de 20 000 km². Les forces qui ont provoqué cette énorme explosion sont toujours à l'œuvre dans l'archipel hawaïen. Sur l'île d'Hawaï, la grande île comme on la surnomme, la lave coule à flanc de montagne et se jette dans la mer, où elle fait naître d'immenses nuages de vapeur. Bien que les éruptions récentes soient minuscules comparées à certaines du passé, il arrive que la pression vapeur s'accumule et entraîne des explosions. Il faut imaginer la même chose en beaucoup plus puissant pour se faire une idée de l'explosion qui a produit le glissement de terrain de Nuuanu. Il a sans doute été le plus important phénomène de ce type, mais ce sont des événements fréquents dans l'archipel d'Hawaï. Il y a eu une vingtaine de glissements de terrain d'une ampleur comparable dans le secteur de la Grande Île et environ 50 autres en remontant la chaîne hawaïenne. Chacun de ces glissements de terrain aurait pu être un désastre pour l'archipel. À partir de nos données concernant les fonds marins, on simule un fort séisme et, sous son effet, les vagues remontent la chaîne et inondent certaines îles. Cette simulation montre qu'un glissement de terrain sur la Grande Île pourrait provoquer un tsunami tellement énorme qu'il diviserait en deux les îles de Molokai et de Maui. Certains géologues pensent que les traces d'un tsunami de ce genre se trouvent encore sur l'île de Lanai. On voit qu'il y a des galets noirs et des blancs. Les noirs, c'est du basalte, des rocs de lave qui ont été façonnés par l'action des vagues. Les blancs sont des dépôts de corail issus d'anciens récifs fossilisés. L'une des explications possibles, c'est que les rocs de corail ont été arrachés au fond océanique et rejetés sur la plage par un puissant tsunami. On retrouve des dépôts loin dans les terres, ce qui implique que le tsunami aurait très bien pu inonder l'île, comme dans la simulation informatique. Et la chose aurait pu se produire plusieurs fois. Il y a au moins 3 couches séparées dans cette section. Elles correspondent à différents événements. Rien ne permet de dire qu'il n'y aura pas de nouveau tsunami, car on a établi qu'il y avait eu une vingtaine de glissements de terrain géants rien que dans les principales îles hawaïennes. Ce qui est arrivé dans le passé pourrait très bien se reproduire. Les processus qui ont créé la chaîne hawaïenne sont toujours à l'œuvre. Ces îles sont nées sur un point chaud, un endroit où l'activité volcanique est régulière. Mais elles se déplacent vers l'ouest en suivant le mouvement du fond océanique qui s'étend depuis la dorsale. Une fois qu'elles se sont écartées du point chaud, les îles s'érodent et s'effritent, parfois en douceur, parfois par le biais de glissements de terrain spectaculaires. Elles finissent par être reconquises par la mer et disparaissent sous les vagues. Mais la chaîne hawaïenne se prolonge sur des milliers de kilomètres au sein de la chaîne sous-marine Hawaii Emperor, une longue ligne de montagnes sous-marines qui marque le lent passage du fond océanique sur la planète. Le voyage du fond océanique a pour point de départ les dorsales océaniques. Mais où s'arrête-t-il ? Sur cette image, la planète est privée de presque toute son eau. Il ne reste plus que des lacs effilés qui peuvent atteindre plusieurs milliers de kilomètres de longueur pour quelques centaines de largeur. Ils correspondent aux fosses océaniques.
Celui-ci recouvre la plus profonde de toutes, la fosse des Mariannes dans le Pacifique. L'expansion des fonds océaniques s'arrête ici. Le voyage prend fin quand deux plaques continentales se heurtent. Maintenant que l'océan a presque été entièrement vidé, le géologue Bruce Applegate peut se promener sur ce qu'on appelle la zone de subduction. Dans les zones de subduction, on a une croûte océanique qui descend dans la tranchée et plonge sous une autre croûte. Ici, dans la fosse des Mariannes, la plaque pacifique passe sous la plaque philippine, qui se trouve derrière moi. En s'enfonçant, la plaque pacifique crée cette fosse, la plus profonde partie de l'océan. Maintenant que ce qui restait de l'eau disparaît, la dernière destination de ce voyage est dévoilée. Voici le point le plus profond de la planète. Cette partie de la fosse des Mariannes est le Challenger Deep. Il se trouve à un peu moins de 11 000 mètres sous le niveau de la mer. Pour se faire une idée, c'est comme si on était sur Terre et qu'on regardait un avion de ligne passer au-dessus de soi. Ça fait beaucoup d'eau. Avec 11 km entre la surface et le fond du Challenger Deep, l'Everest serait encore couvert par 1500 mètres d'eau. Malgré cette profondeur, des hommes ont déjà visité le Challenger Deep. C'était au début des années 1960, à bord du bathyscaphe Trieste. Depuis, aucun humain n'est redescendu aussi profond. Même si quelques pionniers se sont aventurés dans les parties les plus profondes de l'océan, il restera toujours des choses à découvrir. Ces environnements restent extrêmement difficiles à explorer. Quand on regarde par le hublot d'un sous-marin, on se croirait dans un encrier. On voit à peine à quelques mètres. Ce qu'ils ont appris du Challenger Deep ne correspond qu'à ce qu'ils ont pu voir. Le tableau général est bien plus vaste. Ce tableau se complète à chaque nouvelle expédition. Il y a 30 ans, personne ne connaissait ces créatures. Il y a 10 ans, l'existence de ces suintements d'asphalte n'était même pas soupçonnée. Et il y a tout juste quelques années, les scientifiques étaient persuadés que le Challenger Deep était l'endroit le plus profond de la planète. Le Challenger Deep est l'endroit que nous croyons être le plus encaissé, mais il y a d'autres points très profonds près d'ici. Des études sonars récentes ont établi que le long de la fosse des Mariannes, il y avait certains points capables de rivaliser avec le Challenger Deep. Voici le HMRG Deep. Il est possible qu'il soit légèrement plus profond que le Challenger Deep. C'est ici que le voyage s'arrête, pour l'instant. Il reste encore beaucoup à découvrir. L'ampleur du monde océanique est presque inimaginable. La plupart de ces reliefs surclassent de loin leurs équivalents terrestres. Les paysages les plus vastes et impressionnants du monde se cachent sous la mer.
La planète Terre mériterait peut-être d'être rebaptisée planète Océan après tout. Lointain, profond, dangereux, ce monde n'a été qu'entraperçu. Chaque étude, chaque exploration apporte son lot de découvertes. Sous les flots, l'extraordinaire attend. La planète bleue. Couverte aux 3/4 par les océans. Mais enlevez cette eau et vous dévoilez des paysages incroyables. De vastes plaines créées par des cataclysmes. Des mondes nouveaux, encore inconnus il y a quelques années. La Terre devient un univers étranger et spectaculaire. L'Islande offre un aperçu unique des profondeurs océaniques. Elle fait partie d'une immense chaîne de montagnes sous-marines, une dorsale océanique. Habituellement, ces reliefs sont cachés sous des milliers de mètres d'eau. Mais ici, en Islande, les cimes s'élèvent. La faille de Calaveras se comporte d'une façon qu'on appelle rampante. Les failles fonctionnent de différentes manières. Certaines sont collées et bougent de façon soudaine, ce qui donne de gros séismes. D'autres, comme la Calaveras, se déplacent doucement et craquent en permanence. On peut voir les effets de ce lent mouvement dans les rues d'Hollister. À travers la ville, les trottoirs et les murs lézardés témoignent du phénomène. On a vu plus spectaculaire, mais c'est tout de même un bel exemple de géologie en action. Il y a plusieurs failles qui traversent la Californie. La plus célèbre est celle de San Andreas. En 1906, elle a provoqué le tremblement de terre de San Francisco. Mais même cette faille n'est pas évidente à repérer. Si vous passez ici en voiture et que vous regardez autour de vous, vous ne voyez qu'un champ tout plat. Il est impossible de deviner que la faille de San Andreas est sous vos pieds. Cette barrière a été construite après le tremblement de terre de 1906. On peut voir qu'elle est légèrement bombée vers la droite.
C'est le résultat d'un lent mouvement le long de la faille. Par endroits, la faille de San Andreas a plus d'impact sur le paysage. Elle traverse la vaste plaine désertique de Carrizo, où ce lit de ruisseau a été modifié. Il était droit, mais maintenant, il suit un angle à 90 degrés sur une centaine de mètres avant de reprendre son cours. C'est une version géante des craquelures dans les murs d'Hollister. Dans la plaine de Carrizo, les deux plaques ne se contentent pas de glisser l'une contre l'autre. Elles poussent ensemble et font monter une longue ligne de collines qui nous offre ce splendide paysage. Mais sous les flots, les failles transformantes produisent des décors sans équivalent terrestre. Sur la dorsale médio-atlantique, une des failles transformantes a donné naissance à la zone de fracture Romanche. L'axe de la faille abrite une vallée dont les dimensions dépassent l'entendement. Elle est tellement immense que même vidée de son eau, il faut prendre de la hauteur pour l'apprécier. La vallée fait environ 320 km de longueur, 30 de largeur et 6 de profondeur. Donc elle est aussi longue et aussi large que le Grand Canyon. Mais il faudrait prendre 4 Grands Canyons et les empiler pour avoir la même hauteur que cette vallée. La vallée de la Romanche est tellement profonde que même si le niveau de la mer baissait de 5000 mètres, il resterait de l'eau au fond. Cette vallée relie les bassins est et ouest de l'Atlantique. Par son biais, d'immenses quantités d'eau transitent d'un bassin à l'autre. Le volume qui circule dans la vallée de la Romanche équivaut à 10 fois le débit maximum de l'Amazone. En fait, peu à peu, elles s'éloignent l'une de l'autre. Sous l'effet de cet écartement, de la lave sort des volcans puis se solidifie pour former un nouveau fond océanique. Lentement, il s'étend de chaque côté des volcans à mesure que la vallée s'étend. Ici, dans l'Atlantique, l'Amérique ne s'éloigne de l'Europe qu'à raison de 2 ou 3 cm par an. Et les volcans ont tout leur temps pour façonner ce décor accidenté. La dorsale océanique ne suit pas une ligne homogène. Par endroits, elle fait un pas de côté, souvent sur des centaines de kilomètres, le long de structures appelées failles transformantes. Là, les plaques ne s'écartent pas, elles coulissent l'une contre l'autre et font naître des paysages d'une autre nature. Sur la terre ferme aussi, il y a des zones où les plaques agissent de cette façon. La plus célèbre se trouve en Californie, où la plaque nord-américaine et la plaque pacifique se rencontrent. C'est l'occasion d'observer les failles transformantes sans avoir à braver les océans. La petite ville d'Hollister enjambe une de ces failles. À Hollister, on se trouve au-dessus de la faille de Calaveras. C'est l'une des plus importantes de tout le système de failles de San Andreas. Ici, au-dessus de la mer. Pour des géologues comme Gillian Fulger, c'est l'occasion de les étudier en détail. Toutefois, les paysages les plus majestueux restent loin sous les eaux.
À l'aide de relevés sonars et d'images de synthèse, il est possible de recréer la dorsale. Pour exposer les sommets de la plus longue chaîne montagneuse de la planète, il ne reste plus qu'à abaisser le niveau de l'océan. Voici la dorsale médio-atlantique. En comparaison, l'Islande deviendrait presque banale. Une randonnée sur ces sommets est un rêve de géologue. Ce que l'on voit derrière moi fait partie de la dorsale océanique. Cette chaîne montagneuse est si longue qu'elle pourrait faire 2 fois le tour de la Terre. Elle fait environ 320 km de large, 3 km de hauteur, et si vous pouviez vous placer tout en haut de sa crête, comme moi en ce moment, vous pourriez contempler le plus gigantesque trou que vous ayez jamais vu. Ce trou est une immense vallée, un rift d'1,5 km de profondeur pour 15 de large, où une ligne de volcan actif serpente. Ce rift est le lieu de rencontre de la plaque européenne et de la plaque. L'Islande offre un aperçu unique des profondeurs océaniques. Elle fait partie d'une immense chaîne de montagnes sous-marines, une dorsale océanique. Habituellement, ces reliefs sont cachés sous des milliers de mètres d'eau. Mais ici, en Islande, les cimes s'élèvent au-dessus de la mer. Pour des géologues comme Gillian Fulger, c'est l'occasion de les étudier en détail. Toutefois, les paysages les plus majestueux restent loin sous les eaux. À l'aide de relevés sonars et d'images de synthèse, il est possible de recréer la dorsale. Pour exposer les sommets de la plus longue chaîne montagneuse de la planète, il ne reste plus qu'à abaisser le niveau de l'océan. Voici la dorsale médio-atlantique. En comparaison, l'Islande deviendrait presque banale. Une randonnée sur ces sommets est un rêve de géologue. Ce que l'on voit derrière moi fait partie de la dorsale océanique. Cette chaîne montagneuse est si longue qu'elle pourrait faire 2 fois le tour de la Terre. Elle fait environ 320 km de large, 3 km de hauteur, et si vous pouviez vous placer tout en haut de sa crête, comme moi en ce moment, vous pourriez contempler le plus gigantesque trou que vous ayez jamais vu. Ce trou est une immense vallée, un rift d'1,5 km de profondeur pour 15 de large, où une ligne de volcan actif serpente. Ce rift est le lieu de rencontre de la plaque européenne et de la plaque nord-américaine. Peu à peu, elles s'éloignent l'une de l'autre. Sous l'effet de cet écartement, de la lave sort des volcans puis se solidifie pour former un nouveau fond océanique. Lentement, il s'étend de chaque côté des volcans à mesure que la vallée s'étend. Les plaines abyssales couvrent environ un tiers de la planète. C'est à peu près autant que toute la terre ferme mondiale. Au large du nord-ouest de l'Afrique, la plaine de boue et de sable porte les stigmates d'un cataclysme très ancien.
Une fois cette plaine vidée de son eau, le géologue Peter Talling peut s'y promener. On est au large de l'Afrique et je me tiens sur un dépôt de sable et de boue issu d'un flux sous-marin vieux de 60 000 ans. Il s'agissait d'une tempête de sable sous-marine de dimension colossale. En l'espace de quelques heures, elle a déplacé plus de sédiments que toutes les rivières du monde en une année. Elle a commencé par un glissement de terrain dans un canyon le long des côtes nord-africaines. Quand l'éboulement a commencé à se désintégrer, les sédiments se sont mis à bouillonner, à se mélanger à l'eau de mer et à s'enfiler dans le canyon. Le flot est ensuite sorti du canyon et s'est étendu dans la plaine abyssale où je me trouve, sur un front de plus de 150 km. Ce flot est si étendu que même du ciel, il est difficile de l'observer en entier. Il avance à 20 mètres par seconde sur une plaine aussi plate qu'une table de billard. Il va parcourir plus de 1500 km avant de s'arrêter sur les flancs de la dorsale médio-océanique. Des phénomènes semblables se produisent aussi de nos jours. Mais dans le monde réel, ils sont masqués par 3 à 5 km d'eau. Dans le noir absolu, avec des pressions énormes, la plaine abyssale est difficile à explorer. Mais à chaque fois qu'une expédition s'y rend, elle fait des découvertes inattendues. L'une des explications possibles, c'est que les rocs de corail ont été arrachés au fond océanique et rejetés sur la plage par un puissant tsunami. On retrouve des dépôts loin dans les terres, ce qui implique que le tsunami aurait très bien pu inonder l'île, comme dans la simulation informatique. Et la chose aurait pu se produire plusieurs fois. Il y a au moins 3 couches séparées dans cette section. Elles correspondent à différents événements. Rien ne permet de dire qu'il n'y aura pas de nouveau tsunami, car on a établi qu'il y avait eu une vingtaine de glissements de terrain géants rien que dans les principales îles hawaïennes. Ce qui est arrivé dans le passé pourrait très bien se reproduire. Les processus qui ont créé la chaîne hawaïenne sont toujours à l'œuvre. Ces îles sont nées sur un point chaud, un endroit où l'activité volcanique est régulière. Mais elles se déplacent vers l'ouest en suivant le mouvement du fond océanique qui s'étend depuis la dorsale. Une fois qu'elles se sont écartées du point chaud, les îles s'érodent et s'effritent, parfois en douceur, parfois par le biais de glissements de terrain spectaculaires. Elles finissent par être reconquises par la mer et disparaissent sous les vagues. Mais la chaîne hawaïenne se prolonge sur des milliers de kilomètres au sein de la chaîne sous-marine Hawaii Emperor, une longue ligne de montagnes sous-marines qui marque le lent passage du fond océanique sur la planète. Le voyage du fond océanique a pour point de départ les dorsales océaniques. Mais où s'arrête-t-il ? Sur cette image, la planète est privée de presque toute son eau. Il ne reste plus que des lacs effilés qui peuvent atteindre plusieurs milliers de kilomètres de longueur pour quelques centaines de largeur. Ils correspondent aux fosses océaniques. Celui-ci recouvre la plus profonde de toutes, la fosse des Mariannes dans le Pacifique. L'expansion des fonds océaniques s'arrête ici. Le voyage prend fin quand 2 plaques continentales se heurtent.
Maintenant que l'océan a presque été entièrement vidé, le géologue Bruce Applegate peut se promener sur ce qu'on appelle la zone de subduction. Dans les zones de subduction, on a une croûte océanique qui descend dans la tranchée et plonge sous une autre croûte. Ici, dans la fosse des Mariannes, la plaque pacifique passe sous la plaque philippine, qui se trouve derrière moi. Ce ne sont que les extrémités d'une immense structure sous-marine. Le Grand Banc des Bahamas. Elle n'a pas été créée par des volcans, mais par l'accumulation de carbonate, des coquillages et d'innombrables squelettes d'animaux marins. On dit souvent que les carbonates naissent, car les sédiments carbonatés sont produits par des organismes. Le banc des Bahamas continue de s'élever à mesure que des créatures vivantes viennent s'y ajouter. Les récifs des Bahamas ne sont qu'une fine peau vivante sur un vaste bloc calcaire qui s'agrandit depuis des millions d'années. Le nombre de créatures qui ont dû mourir pour créer une structure de cette taille est immense. Il est même possible d'en apprécier l'ampleur sans vider les océans. Depuis l'espace, l'eau turquoise marque les contours du banc. Et la bleue foncée correspond aux profondes vallées taillées dans le banc. Mais pour prendre toute la mesure de ces paysages sous-marins, il faut abaisser le niveau de l'eau jusqu'à la plaine abyssale. Le littoral bahamien prend un aspect pour le moins différent. On est à la lisière du banc des Bahamas, sur une île entourée de magnifiques eaux turquoises. Si on les enlève, des récifs apparaissent. Puis on a une dépression vertigineuse vers le chenal Providence. Il y a environ 3 km de la plaine abyssale au sommet, là où les vagues venaient lécher le rivage avant que l'eau ne soit retirée. C'est l'une des parois les plus escarpées du monde. Même sur le mont Everest, on n'en trouve pas de plus abrupte. Dans la vallée de la Romanche équivaut à 10 fois le débit maximum de l'Amazone. En fait, peu à peu, elles s'éloignent l'une de l'autre. Sous l'effet de cet écartement, de la lave sort des volcans puis se solidifie pour former un nouveau fond océanique. Lentement, il s'étend de chaque côté des volcans à mesure que la vallée s'étend. Ici, dans l'Atlantique, l'Amérique ne s'éloigne de l'Europe qu'à raison de 2 ou 3 cm par an. Et les volcans ont tout leur temps pour façonner ce décor accidenté. La dorsale océanique ne suit pas une ligne homogène. Par endroits, elle fait un pas de côté, souvent sur des centaines de kilomètres, le long de structures appelées failles transformantes. Là, les plaques ne s'écartent pas, elles coulissent l'une contre l'autre et font naître des paysages d'une autre nature. Sur la terre ferme aussi, il y a des zones où les plaques agissent de cette façon.
La plus célèbre se trouve en Californie, où la plaque nord-américaine et la plaque pacifique se rencontrent. C'est l'occasion d'observer les failles transformantes sans avoir à braver les océans. La petite ville d'Hollister enjambe une de ces failles. À Hollister, on se trouve au-dessus de la faille de Calaveras. C'est l'une des plus importantes de tout le système de failles de San Andreas. Ici, Au-dessus de la mer. Pour des géologues comme Gillian Fulger, c'est l'occasion de les étudier en détail. Toutefois, les paysages les plus majestueux restent loin sous les eaux. À l'aide de relevés sonars et d'images de synthèse, il est possible de recréer la dorsale. Pour exposer les sommets de la plus longue chaîne montagneuse de la planète, il ne reste plus qu'à abaisser le niveau de l'océan. Voici la dorsale médio-atlantique. des études sonars récentes ont établi que le long de la fosse des Mariannes, il y avait certains points capables de rivaliser avec le Challenger Deep. Voici le HMRG Deep. Il est possible qu'il soit légèrement plus profond que le Challenger Deep. C'est ici que le voyage s'arrête, pour l'instant. Il reste encore beaucoup à découvrir. L'ampleur du monde océanique est presque inimaginable. La plupart de ces reliefs surclassent de loin leurs équivalents terrestres. Les paysages les plus vastes et impressionnants du monde se cachent sous la mer. La planète Terre mériterait peut-être d'être rebaptisée planète Océan après tout. Lointain, profond, dangereux, ce monde n'a été qu'entreaperçu. Chaque étude, chaque exploration apporte son lot de découvertes. Sous les flots, l'extraordinaire attend. Mais elle se déplace vers l'ouest en suivant le mouvement du fond océanique qui s'étend depuis la dorsale. Une fois qu'elles se sont écartées du point chaud, les îles s'érodent et s'effritent, parfois en douceur, parfois par le biais de glissements de terrain spectaculaires. Elles finissent par être reconquises par la mer et disparaissent sous les vagues. Mais la chaîne hawaïenne se prolonge sur des milliers de kilomètres,
au sein de la chaîne sous-marine Hawaii Emperor, une longue ligne de montagnes sous-marines qui marque le lent passage du fond océanique sur la planète. Le voyage du fond océanique a pour point de départ les dorsales océaniques. Mais où s'arrête-t-il? Sur cette image, la planète est privée de presque toute son eau. Il ne reste plus que des lacs effilés qui peuvent atteindre plusieurs milliers de kilomètres de longueur pour quelques centaines de largeur. Ils correspondent aux fosses océaniques. Celui-ci recouvre la plus profonde de toutes, la fosse des Mariannes dans le Pacifique. L'expansion des fonds océaniques s'arrête ici. Le voyage prend fin quand deux plaques continentales se heurtent. Maintenant que l'océan a presque été entièrement vidé, le géologue Bruce Applegate peut se promener sur ce qu'on appelle la zone de subduction. Dans les zones de subduction, on a une croûte océanique qui descend dans la tranchée et plonge sous une autre croûte. Ici, dans la fosse des Mariannes, la plaque pacifique passe sous la plaque philippine, qui se trouve derrière moi. En s'enfonçant, la plaque pacifique crée cette fosse, la plus profonde partie de l'océan. Maintenant que ce qui restait de l'eau disparaît, la dernière destination de ce voyage est dévoilée. Voici le point le plus profond de la planète. Cette partie de la fosse des Mariannes est le Challenger Deep. Il se trouve à un peu moins de 11 000 mètres sous le niveau de la mer. Pour se faire une idée, c'est comme si on était sur Terre et qu'on regardait un avion de ligne passer au-dessus de soi. Ça fait beaucoup d'eau. Avec 11 km entre la surface et le fond du Challenger Deep, l'Everest serait encore couvert par 1500 mètres d'eau. Malgré... Yellowstone est au milieu du continent nord-américain. Mais comme c'est le cas pour les dorsales océaniques, du magma se trouve juste en dessous de la surface. À Yellowstone, ce magma crée des mares et des geysers où l'eau bouillante fait éruption. Les minéraux dissous dans l'eau chaude sont déposés autour de la base du geyser. Lentement, ils bâtissent un cône de la même façon que les monts hydrothermaux érigent leurs cheminées. Sur Terre, le vent et la pluie érodent ces cônes et les empêchent de trop grandir. Mais sous la mer, où il n'y a pas d'érosion, les sources hydrothermales peuvent avoir des cheminées aussi hautes qu'un immeuble de 20 étages. Sur la dorsale médio-atlantique, les monts hydrothermaux ont bâti des reliefs encore plus imposants. Voici la géotraverse transatlantique. Cette représentation en 3D montre qu'elle fait environ 5 km de diamètre. Grâce à ces données, il est possible de retirer les 3000 mètres d'eau qui la surplombent afin de mettre en évidence comment elle donne naissance à des reliefs qui ne pourraient pas exister au-dessus des flots. En haut de la géotraverse, je suis entouré de ces incroyables fumeurs noirs qui crachent leur fluide chauffé à près de 400 degrés. Ces cheminées sous-marines sont alimentées par de l'eau de mer qui s'est infiltrée dans la croûte terrestre à travers des fissures dans la roche avant d'être chauffée par le magma. Comme ce fluide est chauffé à plusieurs centaines de degrés, probablement au-delà de 400, il remonte vers le sol marin.
Ces cheminées, aussi impressionnantes qu'elles paraissent, ne durent pas très longtemps. Au bout d'un moment, elles s'entartrent à l'intérieur et finissent par s'effondrer. Et c'est comme ça que les montagnes comme celle-ci se forment. Elle est presque entièrement composée de minéraux sulfureux. Ces monts hydrothermaux peuvent avoir l'air hostiles. Pourtant, ils débordent de vie. Jusque récemment, on ne savait même pas que cette vie existait. Près des sources hydrothermales, on trouve une multitude d'animaux. Pornis, ils ne font guère plus d'1 mètre de hauteur, mais dans le golfe de Cadix, au large du sud de l'Espagne, certains atteignent des tailles gigantesques. Ce champ de volcan de boue n'a été cartographié que depuis peu. Voici Al-Idris. Il mesure près de 300 mètres de hauteur pour 5 km de diamètre. Une fois l'eau drainée de la plaine abyssale, son gigantisme devient frappant. Il n'y a pas que la boue qui suinte sur la plaine. Par endroits, de l'asphalte sort du fond océanique. Au contact de l'eau froide, l'asphalte se solidifie sur de vastes périmètres, comme une route qui courrait à travers la plaine abyssale. Sur la terre ferme, il y a quelques endroits où l'asphalte monte en bouillonnant. Les plus connus se trouvent au cœur de Los Angeles. Ce sont les gisements de La Brea. Ils doivent leur renommée au fait que des espèces animales nord-américaines, maintenant disparues, ont été prises dans l'asphalte à leur mort et parfaitement conservées. Sur Terre, ces gisements sont des pièges mortels. Mais dans les plaines abyssales, ce sont des oasis de vie. Les substances chimiques de l'asphalte font vivre les bactéries qui, à leur tour, nourrissent d'autres créatures. Et plus nous explorons ces immenses plaines, plus nous rencontrons des formes de vie étranges. L'asphalte n'est pas la seule substance chimique à suinter du fond océanique. À chaque fois, la vie sait en tirer parti. Par endroits, la plaine abyssale s'étire sur plus de 1500 km. Et seule une infime partie a été explorée. Une foule de créatures étranges attendent d'être découvertes. La vague remonte la chaîne et inonde certaines îles. Cette simulation montre qu'un glissement de terrain sur la grande île pourrait provoquer un tsunami tellement énorme qu'il diviserait en deux les îles de Molokai et de Maui. Certains géologues pensent que les traces d'un tsunami de ce genre se trouvent encore sur l'île de Lanai. On voit qu'il y a des galets noirs et des blancs. Les noirs, c'est du basalte, des rocs de lave qui ont été façonnés par l'action des vagues. Les blancs sont des dépôts de corail issus d'anciens récifs fossilisés. L'une des explications possibles, c'est que les rocs de corail ont été arrachés au fond océanique et rejetés sur la plage par un puissant tsunami. On retrouve des dépôts loin dans les terres, ce qui implique que le tsunami aurait très bien pu inonder l'île, comme dans la simulation informatique. Et la chose aurait pu se produire plusieurs fois. Il y a au moins 3 couches séparées dans cette section.
Elles correspondent à différents événements. Rien ne permet de dire qu'il n'y aura pas de nouveau tsunami, car on a établi qu'il y avait eu une vingtaine de glissements de terrain géants rien que dans les principales îles hawaïennes. Ce qui est arrivé dans le passé pourrait très bien se reproduire. Les processus qui ont créé la chaîne hawaïenne sont toujours à l'œuvre. Ces îles sont nées sur un point chaud, un endroit où l'activité volcanique est régulière. Mais elles se déplacent vers l'ouest en suivant le mouvement du fond océanique qui s'étend depuis la dorsale. Une fois qu'elles se sont écartées du point chaud, les îles s'érodent et s'effritent, parfois en douceur, parfois par le biais de glissements de terrain spectaculaires. Elles finissent par être reconquises par la mer et disparaissent sous les vagues. Mais la chaîne hawaïenne se prolonge sur des milliers de kilomètres au sein de la chaîne sous-marine Hawaii Emperor, une longue ligne de montagnes sous-marines qui marque le lent passage du fond océanique sur la planète. Le voyage du fond océanique a pour point de départ les dorsales océaniques. Mais où s'arrête-t-il ? Sur cette image, la planète est privée de presque toute son eau. Il ne reste plus que des lacs effilés qui peuvent atteindre plusieurs milliers de kilomètres de longueur pour quelques centaines de largeur. Ils correspondent aux fosses océaniques. Les Bahamas sont un archipel de centaines d'îles entourées d'eau turquoise qui ne font souvent que quelques mètres de profondeur. Elles sont éparpillées sur environ 14 000 km². En fait, ce ne sont que les extrémités d'une immense structure sous-marine. Le Grand Banc des Bahamas. Elle n'a pas été créée par des volcans, mais par l'accumulation de carbonates, des coquillages et d'innombrables squelettes d'animaux marins. On dit souvent que les carbonates naissent, car les sédiments carbonatés sont produits par des organismes. Le banc des Bahamas continue de s'élever à mesure que des créatures vivantes viennent s'y ajouter. Les récifs des Bahamas ne sont qu'une fine peau vivante sur un vaste bloc calcaire qui s'agrandit depuis des millions d'années. Le nombre de créatures qui ont dû mourir pour créer une structure de cette taille est immense. Il est même possible d'en apprécier l'ampleur sans vider les océans. Depuis l'espace, l'eau turquoise marque les contours du banc. Et la bleue foncée correspond aux profondes vallées taillées dans le banc. Mais pour prendre toute la mesure de ces paysages sous-marins, il faut abaisser le niveau de l'eau jusqu'à la plaine abyssale. Le littoral bahamien prend un aspect pour le moins différent. On est à la lisière du banc des Bahamas, sur une île entourée de magnifiques eaux turquoises. Si on les enlève, des récifs apparaissent. Puis on a une dépression vertigineuse vers le chenal Providence. Hauteur que cette vallée. La vallée de la Romanche est tellement profonde que même si le niveau de la mer baissait de 5000 mètres, il resterait de l'eau au fond.
Cette vallée relie les bassins est et ouest de l'Atlantique. Par son biais, d'immenses quantités d'eau transitent d'un bassin à l'autre. Le volume qui circule dans la vallée de la Romanche équivaut à 10 fois le débit maximum de l'Amazone. En fait, peu à peu, elles s'éloignent l'une de l'autre. Sous l'effet de cet écartement, de la lave sort des volcans puis se solidifie pour former un nouveau fond océanique. Lentement, il s'étend de chaque côté des volcans à mesure que la vallée s'étend. Ici, dans l'Atlantique, l'Amérique ne s'éloigne de l'Europe qu'à raison de 2 ou 3 cm par an. Et les volcans ont tout leur temps pour façonner ce décor accidenté. La dorsale océanique ne suit pas une ligne homogène. Par endroits, elle fait un pas de côté, souvent sur des centaines de kilomètres, le long de structures appelées failles transformantes. Là, les plaques ne s'écartent pas, elles coulissent l'une contre l'autre et font naître des paysages d'une autre nature. Sur la terre ferme aussi, il y a des zones où les plaques agissent de cette façon. La plus célèbre se trouve en Californie, où la plaque nord-américaine et la plaque pacifique se rencontrent. C'est l'occasion d'observer les failles transformantes sans avoir à braver les océans. La petite ville d'Hollister enjambe une de ces failles. À Hollister, on se trouve au-dessus de la faille de Calaveras. C'est l'une des plus importantes de tout le système de failles de San Andreas. Ici, Au-dessus de la mer. Pour des géologues comme Gillian Fulger, c'est l'occasion de les étudier en détail. Toutefois, les paysages les plus majestueux restent loin sous les eaux. Mais il y a toujours de la vie. Les chercheurs ont dénombré plus de 15 000 monts sous-marins, rien que dans l'océan Pacifique. S'ils contiennent tous autant d'espèces que la poignée étudiée par les équipes hawaïennes, cela signifie qu'ils abritent une grande partie de la biodiversité mondiale, qui du même coup reste majoritairement inconnue. Mais les reliefs sous-marins de la région d'Hawaï ne sont pas tous des monts volcaniques. Certains sont le résultat de phénomènes encore plus spectaculaires. Au large de la côte nord d'Oahu, on trouve des reliefs bizarres. La première fois qu'un relevé sonar a été effectué, les scientifiques ont d'abord cru à des monts sous-marins. Mais depuis que John Smith et une équipe du laboratoire de recherche sous-marine d'Hawaï ont cartographié les lieux en détail, une autre réalité commence à apparaître. Leurs données permettent de reconstituer ce paysage. Le plus gros bloc a été baptisé Tuscaloosa. Son sommet est à environ 1500 mètres de la surface et ses dimensions sont à couper le souffle. Je me trouve tout en haut du mont Tuscaloosa, au milieu du champ de débris d'avalanche de Nuuanu. Ce sommet est très plat. Les flancs sont irréguliers, extrêmement pentus, et le mont mesure environ 1,5 km de hauteur,
pour une superficie proche de celle de la ville d'Atlanta. Tuscaloosa est le plus gros bloc, mais il y en a beaucoup d'autres. Ils peuvent faire plusieurs kilomètres de diamètre ou simplement la taille d'une maison. Ils sont éparpillés sur un vaste secteur d'une façon qui suggère un glissement de terrain géant. Le glissement de terrain de Nuuanu a été d'une ampleur jamais vue. La zone concernée s'étire sur 150 km depuis l'île. En fait, le champ de débris est à peu près aussi vaste que la Bretagne. Sur le globe, elle ne ressort pas comme la dorsale médio-atlantique. Elle est tellement large et ses pentes si douces que la traversée donnerait l'impression de rouler au milieu d'une immense plaine. On ne verrait pas du tout de crête. On ne verrait qu'une immense crêpe toute plate. Ce serait comme le Kansas. La dorsale océanique était escarpée dans l'Atlantique. Alors pourquoi est-elle si plate dans le Pacifique? La dorsale Est-Pacifique s'étend beaucoup plus vite que la médio-atlantique, jusqu'à 15 cm par an. Et pour que de grands sommets se forment, il faut rester plus longtemps à proximité de l'activité volcanique. Malgré tout, cette chaîne a son lot de paysages étranges. La technologie permettant de visiter ces endroits existe. Les découvertes qui en ont découlé ont modifié notre compréhension de la planète et de la vie elle-même. Ces sites se trouvent à de telles profondeurs que peu de sous-marins peuvent les atteindre. Voici Alvin, un submersible de l'Institut océanographique de Woods Hole. Il peut descendre jusqu'à 5000 mètres. En 1977, il a fait une découverte extraordinaire. Le long de la dorsale Est-Pacifique, des sources d'eau chaude sont éparpillées. Ce sont des monts hydrothermaux. Il y a quelques décennies, leur existence était encore insoupçonnée. De hautes cheminées crachent de l'eau surchauffée et noircie par les minéraux, d'où leur nom de fumeurs noirs. Visiter ces endroits est difficile, dangereux et cher. Malgré les progrès techniques, il faut se contenter d'un simple coup d'œil. On ne voit que ce que les projecteurs du submersible veulent bien éclairer. Mais dans certains endroits, il y a suffisamment de données pour concevoir une représentation informatique détaillée. À l'observatoire de Lamont Doherty, Vicky Ferrini a compilé des mesures extrêmement précises. C'est une vue en 3D d'un champ que nous avons cartographié. On voit des fissures qui traversent le fond océanique et on peut apprécier leur position.